Non, tout État veut réduire les libertés. Tout État. C'est son travail, c'est comme ça qu'il est fait. Il tend, comme le dit très bien Cabanis quand il parle du sacre de l'empereur dans un texte magnifique, le gouvernement tend à l'efficacité et la liberté est plutôt un facteur de bordel qu'un facteur d'efficacité en général. Donc tout gouvernement tend à la réduction des libertés. C'était la pensée du XVIIIe et elle est exacte. Qu'est-ce qui fait que nous avons laissé cela advenir ? Parce qu'au fond, dans une démocratie, les politiciens, ceux-là comme les autres, ils font ce qu'ils pensent que le peuple va aimer. Premièrement, la France n'aime pas la liberté. La France n'aime pas la liberté. Nous avons connu très très peu, contrairement à l'idée que nous aimons donner de nous-mêmes, nous avons été très peu été une société de liberté dans l'histoire. Ça n'est pas un truc naturel aux Français, comme ça l'est aux Anglais pour des raisons historiques, ou aux Américains pour des raisons de souvenir de la guerre d'indépendance. On en a arraché quelques-unes quand même. Écoutez, globalement, on a été assez libre de 1789 à 1791. À partir de 92, ça se gâte, comme disait Clémenceau, on a commencé par proclamer les droits de l'homme et ensuite on a érigé une guillotine. Après, le régime de la terreur, le régime du directoire, y compris les lois horribles dont on parle, sont des lois qui sont des lois du directoire en réalité. La loi des suspects, la possibilité d'arrêter des gens des mêmes familles, enfin je veux dire, tout ça c'est le directoire. Ensuite vous avez l'Empire, c'est pas brillant. Après l'Empire vous avez la Restauration avec la loi sur le sacrilège, c'est pas brillant. Après vous avez un court moment en 48 où ça se passe plutôt pas mal, et puis ensuite immédiatement après vous avez le Second Empire. Non mais ça fait beaucoup quand même pour des gars qui se prennent pour les parangons de la liberté. Et au total, vous avez un grand moment qui est entre 1880 et 1910, qui est les grandes lois libérales, la loi sur la presse, la Troisième République. Mais encore là-dedans, vous avez la loi scélérate de 1893 sur la répression des menées anarchistes et les caractéristiques de la persécution anticatholique, c'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait séparer l'Église de l'État sans pour autant expulser 40 000 religieux. Et si on faisait ça maintenant, ça serait très probablement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Puis après, vous avez l'entre-deux-guerres avec le durcissement des législations d'exception, le rétablissement de la censure, les guerres coloniales, le législateur colonial, et tout ce qui s'en est suivi au moment des guerres de décolonisation. Non, on n'est pas brillant. Et il a fallu attendre 1971 pour qu'on vienne contrôler une loi par rapport aux normes de la Déclaration des droits. Conseil constitutionnel. Voilà. Donc déjà, premièrement, historiquement, on n'est pas fantastique. Il y a quand même beaucoup de mal à m'entendre dire que nous vivons en France d'une société hyper-libérale, compte tenu de la masse gigantesque des transferts sociaux, compte tenu du taux de prélèvement obligatoire, compte tenu de l'influence partout de l'État sur l'économie. Si vous voulez, ce genre de discours suscite toujours en moi, mais probablement par inculture, une forme d'étonnement. C'est-à-dire, je pense qu'ici, il y a une injustice, elle se passe ailleurs. L'apparition même dans le débat du couple sécurité et liberté avec la loi perfide, l'idée que la sécurité serait la première des libertés, c'est cette billevesée qui consiste à dire qu'en fait, il n'y avait pas de régime politique plus libre que le Moscou de Staline, où la sécurité et les libertés étaient assurées de manière absolue. Si on tient les paroles de M. Castaner pour exactes, le régime idéal, c'est Palerme sous Mussolini. Puisque précisément, la sécurité y étant totale, la mafia ayant été éradiquée, il n'y a pas de régime plus libre. Ce qui est à l'évidence une absurdité à la fois pratique et conceptuelle. Mais c'est une absurdité profonde qui repose sur quelque chose de fascinant que les constitutionnalistes du XVIIIe, américains comme français d'ailleurs, avaient extrêmement bien vu. Il y a une lettre de Jefferson à Hamilton qui explique très bien que si on laisse aux gens le choix entre la sécurité et la liberté, naturellement, ils vont choisir la sécurité. C'est-à-dire que naturellement, ils sont portés à devenir des esclaves. Et donc on retrouve ici cette idée absolument fondamentale que, puisque la liberté est le principe même de l'association politique, le premier des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, alors ce qui est le plus important à développer, c'est le goût de la liberté dans le citoyen lui-même. La liberté suppose la douleur d'être exposé à des opinions contraires aux siennes, elle suppose la difficulté d'avoir à supporter l'émeute, les bris de glace ou des choses qui ne nous plaisent pas, mais sans elle, nous ne sommes absolument rien. C'est quoi le projet des libertés publiques? J'ai toujours pensé que la troisième partie de la devise républicaine, la fraternité, ne désignait pas une idée de solidarité sociale d'abord, mais une idée de considération de la liberté de l'autre comme étant aussi nécessaire que ma propre liberté à moi. Que c'était bien ça dont on parlait en matière de fraternité, que cette fraternité visait à créer, à travers un sujet politique, une société politique cohérente, ordonnée autour du projet des libertés. Cette idée est en train de disparaître face à la revendication pour chacun de son propre droit, individuel ou communautaire. Et cette perte de confiance dans l'idée du projet des libertés publiques signe en réalité la mort de la société politique et l'éparpillement de la société en micro-sociétés en lutte pour leur identité propre, sous l'arbitrage passif ou actif d'un État de plus en plus répressif. Et ceci me paraît l'un des plus grands dangers qui pèsent sur le système des libertés publiques.
Je crois que cette idée-là, l'idée que nous venons, que nous appartenons, que nous sommes au cœur d'une civilisation qui a mis plus haut que tout le chemin personnel, fût-ce au prix de l'erreur, est quelque chose qui est absolument fondamental et qui nous constitue. Ça aussi... Et qui est sans doute unique dans l'histoire des C'est civilisations. unique dans l'histoire des civilisations. À chaque fois que je vois les institutions publiques travailler à réduire ça, par la censure, par le contrôle politique, par le contrôle social, à chaque fois j'ai l'impression que c'est très profondément notre personnalité spirituelle qui est atteinte en tant que nation et notre être spirituel qui est atteint en tant que personne. Et cette question me paraît absolument fondamentale. L'empilement des normes, à quoi vous faisiez allusion, cette volonté d'aboutir à une civilité parfaite organisée par l'État, de contrôler les discours sur Internet, de contrôler ce qu'on peut dire, de contrôler les manifestations, de contrôler la consultation des sites, me paraît véritablement être un obstacle. J'y suis sensible aussi parce que, à cause du prix que j'ai toujours attaché à la conversion, d'abord parce que nous sommes tous appelés à nous convertir individuellement, et puis à cause de cette dialectique de l'avant et de l'après qu'il y a dans les conversions. Mais enfin, ça n'est pas être exagérément russe que de dire qu'il faut avoir fait l'expérience du mal, y compris du mal politique parfois, pour trouver le chemin de la conversion. Je redoute plus que tout ce qui est en train de se mettre en place dans la société et qui est comme une sorte de fausse paix. De fausse paix, vous voyez ce que je veux dire, obtenue par les dispositifs de contrôle, au détriment du combat individuel, du combat spirituel, du combat politique. Cette mise en place d'une espèce de chape ouatée où on viendrait décider pour nous de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ceci va à la fois du contrôle des manifestations d'un côté, au fait que des groupuscules de profonds débiles empêchent Sylviane Agacinski de venir raconter ce qu'elle veut raconter à Bordeaux. La mise en place de ce système en réalité où la morale sociale, vient se substituer au chemin de liberté, qui est parfois un chemin douloureux à parcourir, et quelque chose que je trouve profondément inquiétant, si tant est que, comme disait Peggy, la morale est cet enduit qui rend imperméable à la grâce. Notre existence à nous autres Français, en tant que nation, notre existence en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, c'est l'existence de gens qui, au fond, pensent que la liberté, par les contradictions qu'elle provoque, par les troubles qu'elle provoque, par les drames qu'elle provoque, par les émeutes, par les révolutions, par tout ce qu'elle provoque, que la liberté est ce qui nous fait être présents au monde, et ce qui nous fait agir dans le monde. Sans ça, on serait des Aztèques, ou on serait des Chinois, ou on serait je ne sais quoi, mais on serait pas nous. Au fond, je vais vous dire de manière idiote et sentimentale, c'est ça que j'aime bien en France. J'aime même bien l'affaire Dreyfus. Ils se sont affrontés avec une violence incroyable. Ils n'ont pas délégué au CSA le soin de réguler les prises de position publiques sur Dreyfus. Auquel cas, on aurait abouti à un truc chèvre-chou comparable à celui du dernier Conseil de guerre de Rennes. Il est coupable, mais il a des circonstances atténuantes, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Ça, c'est ce qui, il me semble, c'est ce qui nous a toujours constitué, nous a fait progresser. Et ça n'est pas sans crainte que je vois se développer toute une espèce de discours un peu lénifiant de ce qui est politiquement admissible et de ce qui est politiquement inadmissible. Et je trouve ça un peu inquiétant. On est quand même, c'est vrai, un peu frappé quand on regarde le XXe siècle de voir qu'à quelques rares exceptions près, les grands littérateurs français, par exception, c'est Aron, Paulan, Camus et Mauriac, puis quelques autres. Mais enfin, à part ces quelques exceptions-là, les grands littérateurs français ont tous pris la position des systèmes les plus abjects du siècle. 68, c'est à peu près corrélatif de l'écrasement des Tchèques à Prague. Et les étudiants pragois, disaient, mais c'est ahurissant. Enfin, vous êtes dans un régime de liberté, dirigé par le type qui globalement a sauvé la France du nazisme et de la collaboration, le général de Gaulle. Et en fait, vous êtes en train de vous répandre dans les rues en brandissant des drapeaux rouges et noirs qui correspondent à ce qu'on a fait à peu de choses près de plus abject au cours du XXe siècle. Dites les gars, vous êtes complètement incompréhensibles. Ce qui a disparu, c'est la droite libérale. La droite libérale à la Aron, celle qui trouvait pas ça bien, quoi. Bon. Gauche libérale, Bredin-Badinter, quoi, pour le dire vite, qui était celle de ma jeunesse, elle a disparu aussi.